Alors, on va parler bien sûr de pancréatite et de parcours patient. Comment, en tout cas, un patient peut être amené à venir nous voir et comment on va être amené, nous, à penser à quelque chose de génétique. Et pour m'aider, je trouvais que c'était important. Moi, je vais vous donner le point de vue purement médical, très froid, sans aucun affect, bien évidemment. En tout cas, je vais vous raconter comment nous, on est amené à faire cette démarche médicale. Mais je voulais également avoir le regard, premièrement, des parents. Qui vont accompagner leur enfant chez qui on va diagnostiquer une pancréatite génétique. Et c'est pour ça que j'ai fait appel à Nadine Mélé, qui est la présidente de l'association de patients APCH, l'association pour les pancréatites chroniques héréditaires. Et pas un scoop, Nadine qui a donc deux enfants qui sont touchés par une pancréatite héréditaire. Et je voulais avoir le regard justement du parent qui va être là comme l'accompagnant, qui va être au chevet de son enfant, son vécu, et pourquoi elle a été donc amenée à monter cette association de patients. Et j'ai fait également appel à une patiente qui a gentiment accepté de venir, qui est là, qui est Madame Montel, Julie, qui est une jeune patiente. Et je voulais, elle, qu'elle nous donne son point de vue de patiente, et notamment quand elle était plus jeune, parce que je sais que vous êtes essentiellement pédiatre, donc je pensais que ça vous intéresserait plus d'avoir le vécu de Julie maintenant avec du recul sur ce qu'elle a vécu enfant, éventuellement un peu d'errance diagnostique, même s'il y avait quelques points pour nous aider déjà à aller vers ce diagnostic, mais en tout cas son vécu d'enfant pour la pancréatite. Est-ce que vous voulez peut-être déjà venir, Julie et Nadine, éventuellement? Donc moi, je vais être rapide, parce que ce sera moins intéressant que ce que vous aurez à nous raconter, c'est sûr. Donc, je vais vous raconter le parcours patient. En fait, c'est comment on va, nous, gastro-entérologues, éventuellement être amenés à parler de génétique à un enfant ou un adulte, parce que c'est principalement les patients que je vois, moi, des adultes, qui ont des pancréatites. Alors, je vais être assez direct. Nous, quand est-ce qu'on évoque en tout cas quelque chose de génétique quand on vient nous voir, nous consulter? En pratique, il y a deux situations. Eh bien, c'est des patients qui ont déjà eu un bilan très exhaustif, qui ont fait une pancréatite aiguë ou qui ont une pancréatite chronique, et on vous l'adresse pour un Xème avis parce qu'on n'a pas trouvé la cause. Alors, c'est souvent des patients qui sont jeunes. Alors, on dit 35 ans, moins de 35 ans. Alors, c'est une barrière un peu fictive. C'est pour dire qu'en tout cas, c'est des patients qui sont jeunes avec des symptômes qui sont apparus très précocement, parfois pendant l'enfance, qui n'ont pas des antécédents familiaux d'ailleurs. Et puis, ça peut être également une situation de pancréatite chronique avec des calcifications dans le pancréas à tout âge, mais quand il y a des antécédents dans la famille, à tout degré, de pancréatite. Alors souvent, à l'interrogatoire, il suffit d'interroger les patients en leur demandant « Mais quand vous étiez petit, est-ce qu'il y avait, vous aviez souvent des douleurs abdominales, vous loupiez l'école ?» ou alors... Et souvent, spontanément, ils vous disent « Bah oui, j'avais toujours la gastro-entérite. » Et donc, j'allais rarement à l'école, j'avais toujours mal. Je vomissais parce que j'avais mal, je loupais 2 ou 3 jours l'école, je me mettais à jeun et puis ça passait. Et en fait, tout ça, c'était effectivement déjà des symptômes de pancréatite qui étaient un peu passés inaperçus, ou en tout cas chez qui on n'avait pas posé un diagnostic. Alors, la deuxième situation aussi qui est importante, c'est des patients chez qui vous allez trouver un facteur de risque. Alors, c'est typiquement l'adolescent qui a 18 ans, qui a passé le bac et qui est en première année d'école de commerce ou en première année de médecine, en tout cas, qui fait la fête le soir et qui, tous les soirs, c'est-à-dire du jeudi au dimanche soir, fait la fête, boit pas mal d'alcool et puis va faire sa première pancréatite. Et donc là, ce monsieur ou cette personne ou cette femme va être étiqueté pancréatite alcoolique, alors qu'au final, il n'y a pas une intoxication liée à l'alcool qui est déjà assez longue, assez importante pour dire ça. Donc, sur ces tableaux un petit peu atypiques, il faut aller rechercher un facteur de risque génétique qui rend plus susceptible à l'alcool ou à d'autres facteurs d'exposition toxique pour le pancréas.
Donc il faut se méfier, hein. D'ailleurs, tous les patients vous disent on m'a traité d'alcoolique pendant des années, alors que pas du tout. Je bois occasionnellement, ou comme tout à chacun pour faire la fête, mais rien de plus. Et donc ils ont traîné comme ça cette étiquette assez traumatisante d'alcoolique chronique, alors que c'était pas du tout le cas. Donc dans ces situations de pancréatite aiguë précoce, vous avez un facteur de risque, mais ce n'est pas suffisant. Il faut se dire qu'il y a peut-être des gènes de susceptibilité qui sont mutés. Voilà, donc je vous ai mis d'autres situations dont l'imputabilité est assez discutable, hein, certaines variations anatomiques, les pancréas divisomes, des prises de tabac, mais qui sont modérées, hein, puisque le tabac est facteur de risque indépendant de pancréatite aiguë et chronique. La consommation de cannabis aussi, hein, qui est pancréatotoxique directement, hein, les dérivés de la molécule, qui peuvent être à l'origine de pancréatite aiguë, indépendamment de tout autre toxique. Et puis, je vous ai dit les prises d'alcool moyennes ou récentes, c'est-à-dire les binge drinking de l'étudiant qui, après le bac, fait la fête. Voilà, et donc dans ce travail américain, d'une grande cohorte américaine, eh bien, quand ils regardent tous les patients qui viennent pour pancréatite aiguë, quels sont ceux pour lesquels on a le plus de chances, entre guillemets, d'aller trouver des anomalies génétiques? Eh bien, c'est les patients qui font des pancréatites aiguës récidivantes, pour lequel, bien sûr, on n'a pas trouvé de cause, hein, quand on fait plusieurs crises, et puis surtout quand on a des premiers épisodes avant 35 ans. Donc ça explique bien, c'est là où on a le plus de chances de trouver une anomalie. Alors je ne vais pas être trop longue. Ce qu'on sait en 2018, c'est qu'il y a plein de gènes, de systèmes géniques qui ont été incriminés dans les maladies du pancréas. La première, qui est la plus connue, je vais en parler, c'est celle-ci que je développerai, c'est PRSS1, donc on connaît depuis 1996, qui est une maladie génétique de transmission autosomique dominante, qui est responsable de ce qu'on appelle la pancréatite héréditaire. Et puis après, vous avez des gènes impliqués, mais qui sont de transmission autosomique récessive, c'est-à-dire qu'il faut normalement avoir les deux gènes, hein, du père et de la mère touchés, pour que la maladie s'exprime pleinement. Et donc, quand on a des variations de ces gènes, SPINK1, CFTR, c'est le gène qui est impliqué dans la mucoviscidose, eh bien, on peut avoir des terrains favorisants de susceptibilité, de sensibilité pancréatique. Puis après, il y a des systèmes plus complexes, c'est-à-dire pour lesquels des variants ont été mis en évidence avec une plus grande prévalence chez des gens qui ont des pancréatites sans cause, sans qu'on puisse vraiment complètement incriminer ces variants, parce qu'il n'a jamais été décrit, notamment, ou très exceptionnellement, je dirais, de forme homozygote de ces variants. Alors, je vous ai mis ici plusieurs gènes, hein, CTRC pour la chymotrypsine C, les récepteurs au calcium, la carboxypeptidase. Donc ça, on le fait en routine, mais c'est vrai que l'interprétation de ces mutations est plus complexe. Et puis, il y a des nouvelles voies, parce que du fait justement des séquençages, d'exomes sur des grandes populations, on retrouve des variants plus fréquents dans certaines populations. Donc on retrouve, il y a de nouvelles pistes, hein, qui sont décrites, la claudine 2, des mutations, des régions non codantes, également des variants de ces régions-là. Voilà, je vais juste, moi, développer en pratique ce que l'on fait, et je vais surtout parler de PRSS1 pour vous dire que ces mutations dont je vous ai parlé vont toucher essentiellement, vont agir sur certaines cellules du pancréas, sur les cellules acinaires, c'est elles qui contiennent les enzymes pancréatiques, et donc ça va faire que ces enzymes pancréatiques s'activent plus précocement. Et puis, certaines mutations comme CFTR ou CACR, par exemple, vont agir spécifiquement sur les cellules canalaires, c'est-à-dire sur les cellules qui fabriquent le liquide pancréatique, qui permettent aux enzymes d'être actives ou au contraire de ne pas être actives dans le pancréas, mais après. Donc, c'est cette PRSS1 que je vais développer très brièvement pour vous raconter le parcours patient, comment est-ce qu'il va être amené à nous voir, à nous consulter, avec quels symptômes. Ce qu'il faut savoir, on a parlé d'errance diagnostique. Les premiers cas publiés, c'était 1952. Et en fait, on a découvert le gène et la première mutation. Et on peut rendre hommage à Claude Ferrec ici présent, parce qu'il a été un des fondateurs, un des pères de cette découverte. En 1996, donc 40 ans plus tard, on a découvert le gène qui codait donc pour le trypsinogène cationique à l'origine de ces pancréatites héréditaires. Alors, depuis 1996, il y a plus d'une trentaine de mutations qui sont connues. Ça souligne le fait que pour certains patients,
il va y avoir un critère généalogique, génétique très clair quand on regarde l'arbre de la famille, mais qu'on ne connaît pas encore toujours les mutations ou la mutation de cette famille. Ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas un critère génétique, il faudra savoir rechercher de nouveau dans 5 ans ou dans 10 ans pour savoir si ce n'est pas une mutation nouvellement connue. Quand on est porteur de cette mutation, on est quand même à haute probabilité d'exprimer la mutation, près de 90%, alors que des symptômes plus ou moins forts, et plus ou moins forts dans une même famille. Il y a pour un frère et une sœur qui sont porteurs d'une même mutation, un va quasiment rien avoir et l'autre, au contraire, va être très très symptomatique sans qu'on comprenne pourquoi. Alors, c'est ce que je vous ai dit. Il y a des patients qui vont venir vous voir en vous disant « on m'a trouvé une mutation de ce gène » et dans ces cas-là, on va dire qu'ils sont porteurs d'une pancréatite héréditaire. Ou pour certains, ils viennent vous voir parce que dans la famille, eh bien, il y a plusieurs pancréatites chroniques et on n'a pas découvert de gène, mais il n'en reste pas moins que ça reste une pancréatite héréditaire. Donc vous voyez, s'il y a 2 personnes au premier degré ou 3 personnes au deuxième degré sans autre cause de pancréatite chronique. Alors, qu'est-ce qui va arriver aux patients? Ça, c'est les résultats de l'étude nationale qu'on avait fait donc, il y a maintenant près de 10 ans. Eh bien, vous voyez que l'âge au premier symptôme est très jeune. Dans cette enquête en France, il y avait presque 200 patients. Eh bien, c'est à 10 ans qu'ils expriment leurs premiers symptômes. Vous voyez que l'âge au diagnostic dans cette cohorte était très tardif, puisque c'était 19 ans. Donc vous voyez, il y a un retard diagnostique qui était majeur. Alors ils vont tous avoir expérimenté des douleurs pancréatiques dans 80% des cas, 70% des pancréatites aiguës. Alors elles sont rarement sévères, mais en tout cas très très fréquentes. Et puis, même en fonction des mutations, eh bien, ça ne change rien de spécial. Quand on regarde ça, eh bien, les premiers symptômes, en médiane, c'est aux alentours de 10 ans, peu importe le type de mutation. Alors, qu'est-ce que les patients vont avoir comme complications? Eh bien, ils vont avoir, au fur et à mesure du temps, les complications comme dans toute pancréatite chronique de n'importe quelle cause. Cependant, on voit que comme l'inflammation a commencé dès la naissance, eh bien, plus on avance en âge, ce risque est assez précoce. Donc, l'insuffisance pancréatique exocrine, c'est-à-dire qu'il n'arrive plus à digérer les graisses, ça va arriver aux alentours en moyenne vers 25 ans, 30 ans. Et puis après, c'est le diabète. Plutôt aux alentours de 40 ans chez ces patients. Ce sont bien sûr des moyennes. Alors, l'autre risque chez ces patients, c'est pour ça que c'est très anxiogène et on est obligé de leur en parler, ils sont à surrisque de cancer du pancréas. Ils sont à surrisque parce qu'il y a une inflammation chronique dans le pancréas. C'est pour ça qu'un des facteurs surajoutés, c'est s'ils fument en même temps. Donc, il va y avoir un vrai rôle pour leur dire d'arrêter de fumer. Parce que ce risque diminue beaucoup si les patients ne fument pas, moins de 20%, mais augmente de manière très importante, plus de 50% si ces patients fument. Donc, quelle va être l'implication de faire le diagnostic? Eh bien, ça va être... Alors, il n'y a pas de traitement génique ou génétique des pancréatites dites héréditaires, mais on va déjà pouvoir traiter les complications. La douleur chronique éventuellement, ou les douleurs répétées chez l'enfant, pour bien les prendre en charge. Il faut bien sûr leur dire d'arrêter de fumer, primordial. Et puis après, en fonction de qui est porteur de la mutation, proposer dans la famille un dépistage, savoir par exemple si on vous amène un enfant qui est porteur d'une mutation. Alors si ça n'a pas été fait, mais souvent ça a été fait, de savoir s'il y a un des parents qui est porteur, qui a transmis, ou si c'est l'enfant qui a fabriqué, entre guillemets, lui-même la mutation, une mutation de novo. Et puis en fonction aussi chez les frères et sœurs, en fonction de symptômes. Alors quand ils sont mineurs, on ne fait pas de dépistage, mais s'ils sont symptomatiques, on va pouvoir leur proposer éventuellement, bien sûr, un dépistage. Donc ça, c'est les implications. Les implications, ça va être aussi le suivi. Ces patients, généralement, on les voit tous les ans, moi c'est en tout cas ce que je leur propose, pour dépister, pas passer à côté d'une insuffisance pancréatique exocrine, d'un diabète qui commencerait à se mettre en place, d'anomalies du foie liées à une cholestase due à une compression de la voie biliaire principale. Et puis dès un âge très précoce, 35-40 ans, on propose un dépistage annuel du cancer du pancréas. Donc vous voyez que c'est très anxiogène pour nos patients. Ça c'est sûr, on le conçoit, mais c'est important d'avoir ce suivi, ce soutien
psychologique et médical auprès de nos patients. Voilà, alors ça c'était pour cette maladie. Je vais m'arrêter là parce que c'était le parcours patient et je vais laisser la parole maintenant justement. Je ne sais pas qui veut commencer. Julie peut-être. Donc Julie qui a gentiment accepté, je te remercie de venir, qui devait venir avec sa cousine, mais qui habite Lyon. Donc c'était compliqué. Donc les deux cousines pour nous parler de sa maladie et de savoir quel a été son ressenti, voilà, plus jeune. Ton témoignage. Alors en fait, moi j'ai commencé déjà les crises de pancréatite quand j'avais 4 ans. Donc à 4 ans, en fait, on m'a hospitalisée. Mon père, comme c'est lui qui est porteur de la maladie, c'est lui qui a dit en fait... C'est lui qui a expliqué en fait aux médecins la maladie. Et après, en fait, durant jusqu'à mes 17 ans, j'ai été hospitalisée presque tous les ans. Je faisais des crises tous les 6 mois et l'année dernière j'ai fait des crises tous les mois, voire toutes les semaines. Donc voilà. Donc du coup j'ai été opérée du pancréas et maintenant je fais moins de crises. Enfin j'en fais même plus du tout en fait. Donc voilà. Et justement, comment est-ce qu'on te l'a annoncé, quoi? Tu t'en souviens peut-être pas. Tu te souviens quand quand on t'a raconté, quand tu as compris ce qui se passait en pancréas, que c'était ton père donc, qui était à l'origine ou pas? Je me rappelle pas. Je me rappelle plus qu'on me l'a dit puisque j'ai toujours vécu avec du coup. Donc en fait pour moi c'était à chaque fois que j'avais mal au ventre et que je reconnaissais tout de suite la douleur. Je savais très bien ce que c'était et à chaque fois que je commençais à avoir mal au ventre, mes parents ils m'emmenaient à l'hôpital direct. Enfin, en fait je me souviens pas qu'on m'ait dit voilà on te diagnostique comme ayant une pancréatite chronique. Pour moi, j'ai toujours vécu avec en fait. J'ai toujours eu cette pancréatite, donc voilà. Et donc, ou même dans ta famille, donc il y a d'autres personnes, Oui. notamment tes cousines que je connais bien. Est-ce que les relations, vous parliez de ça, pas spécifiquement, ou même par rapport à l'école, le vécu de cette maladie, le fait d'être souvent absente éventuellement? Oui. Comment ça se passait justement? Déjà avec mes cousines, j'ai toujours compris ce qu'elles avaient parce que je l'ai aussi, donc je peux mieux le comprendre. Ma sœur, elle a déjà fait une crise, mais on l'a jamais diagnostiquée. Donc voilà, donc elle a juste fait une crise et après ça s'est arrêté. Mon frère, il n'en a jamais fait. Après, pour les absences, c'était plus compliqué parce que comme c'est une maladie rare, les professeurs, etc., ils comprennent pas trop. Ils savent pas trop ce que c'est en fait comme maladie. Donc pour les absences, c'était plus compliqué à l'école. Voilà. Et comment tu t'arrives à te projeter, ou en tout cas, bon, maintenant ça va mieux a priori au niveau des douleurs. Est-ce que tu te dis que c'est un frein potentiel ou pas du tout? Comment est-ce que tu arrives justement à vivre avec ça, avec le fait de te dire que, au final, il y a cette maladie chronique du pancréas? Pour moi, c'était un frein. En fait, c'était un gros handicap. C'était un très gros handicap parce que souvent, quand j'avais un événement de prévu, une sortie, un truc que j'attendais avec impatience, avec le stress, avec quelque chose, en fait, ça déclenchait la pancréatite et souvent, je pouvais pas faire tout ce que mes amis faisaient, par exemple. J'étais soit à l'hôpital. C'était compliqué en fait. Pour moi, c'était un gros handicap et encore plus quand je commençais à en avoir toutes les semaines. C'était vraiment horrible. Pour les vacances, je pouvais rien prévoir. Je pouvais rien prévoir avec mes amis. Je faisais des pancréatites tout le temps. J'étais tout le temps à l'hôpital. C'était horrible. C'était vraiment horrible. Est-ce que tu trouves que l'apport, en tout cas que tu as eu, l'accompagnement par les professionnels même de santé, a été... qu'est-ce qui aurait pu améliorer en tout cas cette prise en charge, t'aider pour avoir... Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose justement dans l'amélioration qui pourrait être fait ou que tu as regretté dans ta prise en charge? Moi, ce que j'ai regretté, c'est que souvent les médecins, quand ils me prennent en charge, quand j'arrive aux urgences, ils me croient pas en fait. Ils pensent que c'est pas ça, que c'est forcément autre chose, que je peux pas avoir une pancréatite, que je suis beaucoup trop jeune. Donc du coup, en fait, ils me font des prises de sang, prise de sang sur prise de sang, ça met beaucoup de temps. Pendant ce temps, ils me donnent du Doliprane, sauf que moi, le Doliprane, ça me fait rien en fait. Le Doliprane sur une pancréatite, ça sert à rien. Donc du coup, on attend, et puis au final, la douleur, elle continue à augmenter. Donc si j'avais quelque chose à améliorer, en fait, ça serait de prendre la personne en charge directement et pas lui faire passer par des prises de sang ou par une attente en fait super longue.
de 2 heures avant d'être pris en charge correctement avec des vrais médicaments efficaces. Est-ce que vous avez des questions, peut-être avant de passer au témoignage de Nadine, à poser à Julie ? Oui, moi ça m'évoque un problème qu'on s'est posé et qu'on essaye de résoudre, c'est la réannonce diagnostique. C'est-à-dire au moment où le jeune qui a eu un diagnostic quand il était bébé ou petit enfant, donc qui n'a pas eu de diagnostic affirmé au malade lui-même, eh bien, un jour, il faut lui dire en face, et donc il faut refaire une annonce diagnostique au moment de l'adolescence. Enfin, je pense que c'est à nous les pédiatres de le faire, c'est pas au moment du passage adulte après. Et donc, c'est des sujets qui... Enfin, moi, ça m'évoque ça, votre parcours. Parce que finalement, personne vous a dit en face, vous avez une pancréatite chronique héréditaire, en pédiatrie au moins. Non, en fait, pas en pédiatrie. Enfin, je me rappelle pas qu'on me l'ait dit, vu que j'ai toujours vécu avec. Après, j'ai été suivie à Beaujon par le professeur Lévy, et c'est là où il me l'a redit. En fait, il m'a refait une diagnostic en me disant que j'ai une pancréatite chronique. Voilà. Véronique, ouais. Oui, je voulais justement profiter des associations de parents et des gens qui sont porteurs de maladies qui sont là, pour savoir si les cartes d'urgence servent justement dans ces situations de pathologie rare ou d'arriver aux urgences avec la carte en disant bon écoutez maintenant ça suffit, j'ai ça, et si je vous dis que ça va pas, ça va pas. Est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce que vous pensez que ça change quelque chose ou pas? Parce que c'est quand même, enfin il me semble que c'est quand même assez récurrent ce fait d'arriver aux urgences avec une maladie chronique et puis de ne pas réussir à se faire entendre par l'interne de garde qui est là, qui est très gentil mais qui vient de commencer sa pédiatrie. Est-ce que les associations peuvent répondre? Pour la FAO, la carte d'urgence, c'est attendu, voulu? Non, mais indépendamment de ces... C'est ça le problème, quoi. C'est qu'elles ne sont pas distribuées et elles ne sont pas reconnues parfois par les urgentistes aussi. Je pense que, enfin, je vous passe la parole. Pour relayer ce que vous disiez et ce que tu disais, Véronique, il y a aussi donc la carte d'urgence, c'est pour éviter que l'interne de garde ou le médecin des urgences recommence à zéro un truc pour un patient qui connaît mieux que lui sa crise de pancréatite ou le morceau de pain coincé dans l'œsophage. Donc la carte d'urgence ou le circuit court. Enfin, et c'était ça ma question. Est-ce qu'il n'y a pas, à chaque fois que vous faites une poussée de pancréatite, vous allez attendre 2 heures aux urgences que quelqu'un vous fasse le dosage de la lipase? Voilà. On a, enfin je ne sais pas, justement, les enfants qui ont un cathé central à Lille, ils ne passent pas par les urgences. Parce que quand ils chauffent, parce qu'on sait qu'ils vont passer 4 heures et qu'ils vont finir par nous arriver et qu'aller toucher au cathé, on n'a pas trop envie que ça se fasse... voilà. Donc, est-ce que pour ce genre, donc en dehors de la carte d'urgence, je pense si elle était distribuée, utilisée dans la poche, etc., peut aider. Mais bon, vous devez savoir bien expliquer vos symptômes Oui, bien sûr, relativement correctement. Vous connaissez par cœur votre maladie mieux que le médecin que vous avez en face de vous. Oui, bien sûr. Qui vous dit, je vais vous donner du Doliprane, et vous dites, bah, c'est pas la peine, ça ne marche pas. Enfin, oui, tout à fait. Pardon, je vais... Oula, il y a plein de bras. Juste moi, le temps que vous donniez le micro, ce que je fais pour mes patients, parce que justement la carte, je me dis que ce ne sera jamais explicite, je leur donne toujours le compte-rendu de ma consultation, où j'écris en cas d'urgence, ne pas refaire de scanner tous les mois, merci, protéger des radiations les patients, et puis donner, etc. d'emblée, comme ça les patients ont ça dans la poche. Le montre directement et peut-être... Alors, je pense que la carte d'urgence, c'est effectivement très bien, mais c'est vrai qu'il peut y avoir des médecins un peu réticents. Alors, c'est vrai que quand ils ont le courrier complet où je détaille tout en leur disant, bon, tac, 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 tac. Voilà, les patients disent que ça les aide aux urgences, en tout cas. Mais je pense que c'est bien d'avoir quelque chose d'officiel. Alors, nous, sur les hernies diaphragmatiques, les cartes sont en cours de distribution. Il y a déjà beaucoup de familles qui les ont reçues. On a des retours extrêmement positifs sur cette carte. D'une, parce qu'ils se sentent reconnus dans le fait d'avoir la maladie rare, de ne pas affabuler quand ils arrivent à l'hôpital parce qu'ils ont une suspicion d'occlusion ou des problèmes respiratoires pour leur enfant. Ça permet aussi de se faire reconnaître pas que vis-à-vis de l'hôpital, mais aussi vis-à-vis de l'école, où l'enfant est scolarisé, enfin plein de choses. Et pour l'instant, on a des retours très très positifs sur ces cartes, au niveau de la hernie diaphragmatique.
Il n'y en avait pas. Non, non, non. Oui. J'ai pas encore la réponse à la question ou au problème, mais dans mon petit centre de Brest, on travaille sur un dossier informatisé sur les patients remarquables aux urgences pédiatriques. C'est-à-dire que le médecin référent c'est certainement beaucoup de travail dans les grands centres, c'est pour ça que je suis très prudente dans mon propos, va écrire finalement ce qui revient à votre courrier, madame, ou mettre en exergue son courrier avec une conduite à tenir pour chaque patient remarquable, avec mise à jour. Et donc, on va dire que si on fait bien le boulot, normalement, ça devrait être réglé pour notre petit centre. La question qui pourrait se poser, c'est, puisque j'ai la chance d'être dans un petit centre qui a accédé au qualificatif de centre de compétences, est-ce que ça ne serait pas un engagement que chaque centre pourrait prendre vis-à-vis de la filière Fimato, de s'engager au moins qu'au sein de sa structure, les patients pris en charge soient considérés comme des patients remarquables. On a plusieurs filières, hein, on n'a pas que la filière Fimato, mais enfin bon, vous avez compris l'idée, pour que finalement, ils n'aient pas, en plus de leur maladie chronique ou de leur handicap éventuel, à subir ce qu'on ressent, nous, quand on va chez le garagiste en disant qu'il y a la durite d'huile qui fuit. Au niveau de la file par un fil, on va faire, c'est prévu de faire avec Fimato justement une carte d'urgence qui sera certainement déployée à la fois, enfin, une entérale et une parentérale. Par contre, au niveau des urgences, effectivement, en pédiatrie, il n'y a pratiquement pas de problème. Les gamins arrivent presque toujours dans le service directement. On a un gros problème par contre pour les adultes parce qu'ils arrivent avec un peu de fièvre, on leur dit c'est pas grave, attendez aux urgences des heures, et ça finit par des septicémies catastrophiques parce que la personne est bloquée aux urgences. Et ça, on a même, je sais pas si avec des cartes d'urgence, ça résoudra le problème. Mais on peut essayer. Alors, il y a les cartes d'urgence et il y a aussi sur Orphanet des fiches d'urgence accessibles aux médecins du SAMU. Hein, donc on a fait une sur la trisomie de l'œsophage qui aurait besoin d'être retoilettée, mais qui permet à n'importe quel médecin qui ne connaît pas la maladie, va sur Orphanet ou le SAMU, de dire voilà, tel truc, détresse respiratoire égale, attention, allergie au latex, enfin des trucs très très simples, mais qui permettent de... Et sur certaines cartes d'urgence, on a inséré donc le QR code pour renvoyer vers la fiche urgence Orphanet. Nous, ça nous semble primordial au niveau des POAC, effectivement, de le mettre en place, notamment pour éviter, comme vous disiez, les scanners. Quand il y a plusieurs urgences, des périodes de crise où il y a plusieurs urgences par semaine, on est obligé de batailler constamment contre des internes. Aussi contre la façon dont ils prennent en charge quand vous arrivez avec une POAC et que sous prétexte que pour eux, c'est gastro, ils vous mettent dans une chambre avec une épidémie de gastro, justement. Et ça, c'est très, très compliqué que vous êtes vous-même en train d'aller chercher des masques parce qu'on ne veut pas changer de box. C'est vraiment dramatique. Et des jeunes médecins qui ne comprennent pas et qui veulent refaire le diagnostic. Et on a beau avoir un dossier comme ça, ils ne prennent pas le temps parce qu'ils sont démunis et qu'ils ont d'autres choses. Et c'est vraiment essentiel, cette carte. Nous, on va travailler dessus, effectivement. Beaucoup de réactions. Hein. Oui, allez, Jérôme. Je vais rebondir sur la proposition de Vinciane. Moi, j'adhère plus à ta façon de faire. Hein. C'est-à-dire, effectivement, la carte a vraiment un intérêt pour la reconnaissance immédiate, rapide. Je pense que chaque enfant atteint de ces syndromes a une histoire qui lui est propre et a des risques qui lui sont propres. Et ce qu'on touche du doigt là, c'est la méconnaissance de nos collègues de ces cas rares, hein, de ces situations rares. Et je pense que rien ne peut remplacer un compte-rendu qui donne un certain nombre de conseils en fin de compte-rendu. Et je ne saurais trop vous conseiller et conseiller à vos contacts dans les associations d'avoir toujours dans la poche le dernier compte-rendu du docteur et si possible un compte-rendu qui donne un certain nombre de conseils adaptés à chaque enfant. Ça me paraît bien plus adapté qu'une carte, même si la carte est très utile en termes d'information rapide. Excusez-moi, mais si je puis me permettre, c'est une très bonne idée, le compte-rendu. Seulement, hier, on évoquait aussi qu'il ne fallait pas que la maladie prenne le dessus sur la vie, en fait, qu'il fallait... voilà. Et en fait, on est comme tout le monde, on peut changer de sac, on peut changer d'habit, et on peut oublier aussi de prendre un compte-rendu qu'on va facilement froisser si on glisse dans une poche, ou quand on va changer de sac, on va l'oublier à la maison. Donc je pense que la carte, déjà, dans l'idée d'urgence, c'est une bonne idée, parce qu'on peut l'avoir tout le temps dans son portefeuille, et ça, généralement, le portefeuille, ou glisser derrière le téléphone dans la coque, c'est quelque chose que généralement, on n'oublie pas.
Voilà. Toujours le téléphone. Alors, je ne sais pas si c'est la même chose pour tous les centres d'urgence pédiatriques ou autres dans toutes les villes différentes, mais je sais que nous, on commence à avoir des centres de tri avec les infirmières spécialisées qui trient. Et je pense que c'est déjà sur l'organisation de ce tri qu'il faudrait agir, c'est-à-dire qu'il y ait une question spécifique. Est-ce que vous avez une maladie chronique? Est-ce que vous êtes prioritaire? Et comme ça réglerait le problème. Ils appelleraient directement le senior parce que forcément l'interne ne sait pas. Et ça, c'est souvent le cas. Et je pense qu'en plus de cette carte, il devrait y avoir un avis au niveau des urgences, au niveau même du tri. Une dernière remarque, si tu veux, pour ton temps. Je voulais compléter aussi sur l'application justement qu'on a nous sur la vie par un fil. Elle permet aussi de stocker des docs où on peut avoir justement nos comptes rendus dedans. Ok. Et on n'oublie pas son téléphone. Ouais, voilà. Alors, je propose peut-être à ce moment-là, Nadine Mellet, qui est la présidente de l'association APCH, que puisse nous donner son expérience en tant que parent et puis en tant que présidente d'association de patients, et puis comme ça, après, que vous puissiez interagir avec Madame Montel. Bonjour, avec plaisir. Bonjour à chacun. Je vais vous épargner ce que j'avais prévu de présenter parce que sinon on va prendre un temps fou. Donc la version courte, c'est je dois parler en tant que parent et en tant qu'assos, c'est ça, Vinciane? Il n'y a pas de version courte. Non, il faut que ça le soit, sinon ça reste d'être redondant. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, énormément même. Et bon, moi j'ai fait une association concernant la pancréatite chronique héréditaire sur les conseils à la base du professeur Louis Lebaudic, suivi du professeur Claude Ferrec. J'ai l'impression qu'il y a des bruits bizarres. Je ne bouge pas. D'accord. Ça m'était insupportable de ne rien faire et en fait je ne pouvais faire que ça. Donc j'ai créé cette assos. L'idée m'a été donnée en décembre 2003. L'assos est née en janvier 2004. C'est donc une association de patients. Ça me permet d'avoir des contacts avec beaucoup de personnes, adultes ou enfants d'ailleurs, enfin enfants un petit peu moins, mais ados souvent, qui se retrouvent dans la même histoire que celle qu'on a pu vivre nous. Alors tout à l'heure on disait qu'est-ce qui se passe avant le diagnostic en tant que parent. En tant que parent, je fais appel à ma mémoire papier. Il y a une errance qui est très longue, ça a été déjà dit, mais c'est vraiment très très long, on le compte en années. Il y a la gestion de la douleur qui est très 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 difficile en tant que parent. Voir souffrir un enfant, on sera tous d'accord, c'est monstrueux, encore plus quand c'est le vôtre. Il y a des vomissements et tout ce qui en découle, la déshydratation, les crises d'acétone, les occlusions par déshydratation. On m'a sorti toutes sortes de diagnostics. Il y a l'incompréhension du corps médical qui ne connaît pas la PCH et je ne lui en veux pas, je le comprends fort bien. Néanmoins, on se sent fautif soi en fait. Il y a les hospitalisations et faux diagnostics, j'en parlais tout à l'heure. Il y a la peur. La peur, j'ai envie de la mettre en majuscule. Mais en majuscule parce que les enfants, c'est ce qu'on a de plus précieux et qu'on ne sait pas quoi faire, on est vraiment démunis. Il y a la solitude parce qu'avant de savoir ce que c'est, on ne peut pas trouver les autres. Donc on ne peut pas partager ses angoisses ni ses connaissances. Et puis il y a le regard des autres avec les accusations diverses parce que en ce qui concerne la PCH, il y a pancréatite chronique héréditaire, ça commence par pancréatite. Moi j'ai mis 6 ans avant d'avoir un diagnostic de pancréatite sur l'aîné. Et quand on a eu le diagnostic, le médecin s'est retourné vers moi, elle avait 6 ans, pour me demander si ça faisait longtemps que je mettais de l'alcool dans ses biberons et en la regardant et en lui disant au petit déjeuner aussi tu en prends. Voilà, donc ça commence par le mot pancréatite. Après, je vous passe sur l'assistance sociale, tout ce qu'on a pu me coller aux fesses en m'accusant de mauvais traitements, demandant si je les empoisonnais, si je les cognais, etc. Parce que voilà, moi aussi, alors ils ont été hospitalisés, on a été jusqu'à 2 fois par mois, chacun une semaine. Donc en fait, j'avais élu domicile à Necker à l'époque, ou quasiment. Ça, c'est pour le regard très agréable. Et puis on parlait tout à l'heure de diagnostic et de l'annonce diagnostique. Là, moi, j'ai donc 3 enfants. On m'a fait l'annonce lorsque j'étais à 8 mois de grossesse du 3e. Donc, j'ai simplement demandé à accoucher tout de suite. Il va très bien, d'ailleurs, il n'y a pas de souci. Les autres aussi, néanmoins. Il peut y avoir aussi des facteurs un peu particuliers, comme une femme enceinte qui attend le suivant. Enfin, je pense que ça méritait quelques gants. Je ne citerai pas qui m'a fait l'annonce. C'est quelqu'un de très bien, à qui je n'ai aucun autre reproche à faire que peut-être le moment. Mais bon, voilà. Et puis le diagnostic, quand on a eu la chance d'y accéder, je ne veux pas vous refaire le coup du soulagement, du nom sur la maladie, de la découverte de la prise en charge quand il y en a une, des différentes phases de culpabilité qui sont monstrueuses.
et de la recherche d'informations et des autres. Est-ce qu'on doit diagnostiquer tous les membres de la famille? Ça, c'était une grande question évoquée. Est-ce qu'ensuite on pourra parler de dépistage? On disait que les parents souvent pensaient, enfin que les enfants souvent pensaient à leurs enfants, mais les parents pensent à leurs petits-enfants. Donc on est la même chose dans le dépistage prénatal, etc. Voilà, puis je m'arrête parce que je peux être très bavarde. Mais, globalement, de quoi je dois parler? Des difficultés. Parce qu'on les a toutes évoquées. Alors le parcours après, il y a des difficultés telles que l'accès aux cantines. Quand on a un enfant qui ne peut pas manger de frites, on est regardé en biais, comme si c'était vraiment... les religions, on peut l'envisager, mais les maladies, c'est impossible. C'est hallucinant. Il y a la gestion de la douleur à l'école. Mettre une boîte de Doliprane dans la poche d'un enfant, ça ne se fait pas du tout. Plus tard, il y a les accès au crédit. On l'a évoqué aussi tout à l'heure, mais c'est important parce que il n'y a pas que les achats immobiliers, il y a différentes choses. Il y a l'accès au DPN, j'en parlais tout à l'heure, qui n'est pas encore tout à fait au point. Les assurances lors des voyages dans les pays lointains, ça paraît bête, mais j'en ai fait les frais. J'ai rapatrié mon numéro 2, ça m'a coûté une blinde. C'est pas pris en charge parce qu'une maladie chronique dont on est conscient n'est pas assurable si facilement que ça. Et puis il y a les prises en charge dans certains hôpitaux, simplement parce qu'on est en vadrouille, même si on n'est pas très loin, j'allais dire en Europe ou même en France, et où effectivement la fiche fait défaut. Alors sur Orphanet, il y a non pas une carte, mais une fiche qui a été remise à jour par Philippe Lévy il y a quelques années. Néanmoins, ils n'en ont pas le réflexe et puis ils ne nous croient pas. Donc là aussi, ça a été évoqué. On ne nous croit pas quand on arrive en disant « je sais ce que j'ai » ou « je sais ce qu'ont mes enfants ». On nous regarde en biais, on se dit « on se prend pour qui celle-là ». Après, il y a l'absentéisme et le retentissement sur les études. Ça, c'est un petit peu lourd. Je ne suis pas forcément la mieux placée pour en parler, mais en tant qu'angoisse de parents, c'est terrible. Ça en fait partie. Et puis, entre les poussées normales avec le temps et une bonne prise en charge, les échanges entre patients, etc., on finit par s'approcher d'une vie normale. Je fais un petit bémol. J'aimerais bien qu'on parle un jour d'hospitalisation à domicile, même si je sais que c'est très compliqué, que souvent les hospitalisations sont courtes et que ce serait, je pense, pour beaucoup de parents, un grand soulagement, surtout quand on a plusieurs enfants malades en même temps. Voilà. Merci. Beaucoup d'informations. Julie, tu veux rajouter quelque chose ou des commentaires à ce qu'a dit Nadine? Non. Pas spécialement. Ou qui souhaite rebondir là-dessus? Je trouve que la dernière question sur l'hospitalisation à domicile, c'est une bonne remarque, ça. Typiquement, la pancréatite chronique héréditaire pourrait être prise en charge à domicile assez régulièrement, mais aujourd'hui, au moins à l'instance publique, il faut que quelqu'un sorte de l'hôpital d'aigu pour être pris en charge en HAD et souvent avec plusieurs jours de délai, ce qui fait que par définition, ça ne marche pas. Mais je pense que ça pourrait être un vrai challenge de travailler là-dessus. Je pars avec vous. Ça se fait pas déjà. Moi, j'ai en tête, je suis pas un grand spécialiste de la pancréate, mais quelques enfants où le médecin traitant il gère avec son infirmière la sonde à la maison et puis c'est vraiment quand la poussée est très sévère qui finit par arriver. J'ai l'impression que c'est des choses qui, sans qu'on l'ait organisé, se mettent en place. Non, c'est une fausse impression. En tout cas, chez les adultes, ça c'est sûr que non. Je suis pas sûre chez les enfants que ça se fasse aussi facilement. C'est vrai qu'il y a la gestion de la douleur en aigu. Il y a souvent aussi besoin d'antalgiques majeurs, de titrer éventuellement à base de morphinique, etc. dans les phases très aiguës parfois. Et c'est vrai que dans les très fortes poussées, les patients sont plutôt hospitalisés, en tout cas pour calmer la douleur dans un premier temps. Oui, absolument. Si ça revenait régulièrement, tout à fait. Juste, plusieurs fois fait la remarque qu'on ne vous croit pas. Enfin, je suis un peu perplexe là-dessus, parce que ça me paraît un peu surréaliste d'imaginer que si quelqu'un arrive et nous explique la pathologie qu'il a, après, on aura plutôt tendance, on croit ce qu'il nous dit. En tout cas, je vous crois, mais ça me paraît incroyable que des gens vous disent qu'ils ne croient pas ce que vous dites. Non, mais je vous crois, mais je n'arrive pas même à concevoir que des gens ne croient pas. Lorsqu'il y a beaucoup d'angoisse, dans ces cas-là, il y a de l'angoisse, on est aux urgences, bref.
tout est amplifié et peut-être qu'on a l'air un peu hystérique parce que la peur, ça ne donne pas, ça ne pose pas bien les mots, je pense. Enfin, il y a sans doute des surprises. Je suis très nerveuse. Mais moi, je suis assez Ok, ça se voit d'accord pas. pour la partie alcool. Hein. Le nombre de patients qui me disent tous, ça fait des années qu'on me dit que je suis alcoolique chronique, c'est pas un cas. J'en ai et pas que des pancréatites forcément génétiques ou d'autres causes rares. Et ils ont tous l'étiquette d'alcoolique chronique parce que pour beaucoup de médecins, pancréatite c'est alcool. Point barre. Moi, je voulais confirmer que dans l'enquête, il y a plusieurs parents qui ont parlé de ce problème. Mais justement, et par rapport aux apports de la génétique, si vous voulez, ils disent qu'une fois qu'on aura mis des mots plus scientifiques, on va enfin les croire. Donc c'est une des attentes aussi quant aux tests génétiques. C'est comme s'ils devaient faire la preuve à chaque fois de ce qu'ils avancent. En tout cas, pour rebondir sur ce que vous avez dit, moi, honnêtement, personnellement, pendant toutes les années où j'ai exercé, j'ai tellement vu de choses de ce genre-là que la première chose que je dis à mes étudiants, qu'ils soient externes, internes, il faut toujours écouter les parents, sauf exception, ils ont toujours raison. Et ça, c'est super important. Ça permet de faire des diagnostics de choses très, très rares. Et ça permet de rebondir. Il faut dire, j'attire les moutons à 5 pattes, donc c'est la raison pour laquelle je dis toujours ça à mes étudiants. C'est un bon principe. Merci. C'est pour en mettre une couche là-dessus. Effectivement, moi, je résume ma pensée, c'est un parent stressé peut être un parent pertinent. Voilà, c'est pour rebondir sur ce que vous avez dit. Et je pense qu'effectivement, il y a en plus... nous, on a été aussi confrontés, mais je crois que tous les parents d'enfants à maladies bizarres ont été confrontés à ce genre de situation. Et on peut être en effet très stressé, très stressant pour les équipes. Ça n'empêche pas qu'on peut être très pertinent aussi. Voilà. Moi, je voulais aussi rebondir sur ce qu'a dit Nadine sur les assurances et sur le fait, parce que c'est une vraie problématique. Je pense que là, il y a un rôle de nous médecins, mais aussi des associations de patients. J'ai un patient qui a une autre type de maladie rare non génétique qui fait pousser sur pousser et qui donc s'est retrouvé plusieurs fois d'un point de vue pour ses vacances, notamment aux États-Unis. Il a des factures monstrueuses à payer parce que dès que vous rentrez, vous poussez juste la porte vitrée. Il faut mettre $5 000 sur la table juste pour pouvoir passer le pas. Et puis après, on voit en fonction de ce qu'ils vous font. Et donc, il n'ose plus partir. Il dit, mais vous pensez, là, je voudrais partir le mois prochain, vous pensez que ça va? Comment va mon scanner, mon pancréas, etc. Vous me donnez le feu vert? Je lui dis, mais... Et pour le coup, je suis incapable de lui prédire une éventuelle ou pas non-poussée. Et donc voilà, il est complètement... Et aucune assurance. Il n'a aucune assurance. Il est refusé en disant, vous connaissez votre maladie, vous savez ce que vous avez, donc on ne vous assurera pas. Vous prenez le risque. Donc je pense que là, je ne sais pas ce qui peut être fait, mais il y a quelque chose à faire. Juste une remarque qui n'a rien à voir, qui revient par rapport à ce que vous avez dit. Par contre, je pense, c'est ma vision de l'autre côté des choses, qu'on a tendance à surestimer la génétique sur ce point-là, parce qu'on a défini les grands syndromes cliniquement, et généralement on ne s'est pas planté, et que je pense que c'est très important. Moi, je suis le premier à penser que c'est bien, mais finalement, l'Alagile, tous ces syndromes ont été décrits par des cliniciens, et je pense que on a tendance des fois dans le corps médical à estimer qu'il faut avoir la mutation pour avoir le syndrome, alors que, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que la maladie existe, les syndromes existent, et après on trouve le lien causal. Voire même dans certains cas, des maladies ne sont plus que génétiques, ceux qui n'ont pas le gène, ils n'ont plus le nom de la maladie, ce qui est un peu terrible, puisque finalement c'est la clinique qui prime, je pense. Dans l'esprit des parents, c'est plus fiable. En fait, c'est carrément une représentation, c'est associé à la fiabilité, plus que leurs paroles, c'est fou. Hein. Non, je ne parle pas des parents, je parle des médecins. Ah oui, pardon. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que quand on pense qu'il faut qu'on soit convaincu des maladies génétiques, c'est davantage. C'est quand on y pense qu'on y va là-dessus, mais que les syndromes existent avant qu'on les voit. Plein de syndromes ont été décrits cliniquement avant qu'on les trouve la génétique. Donc, je trouve que... Les questions d'assurance rejoignent un peu les maladies chroniques et la LD, sont plus larges. Les gens, à ma connaissance, qui sont le plus avancés là-dessus, c'est les cancérologues, puisque le cancer chez l'adulte, voilà.
Parce que en France encore, pendant, je sais pas, je pense que ça existe encore, si on a eu un cancer mais dont on est guéri, ce qui est de plus en plus souvent, c'est impossible d'avoir un prêt de voiture, un prêt de maison, ou alors il faut prendre des surassurances de vedettes ou de cascadeurs. Il y a eu des lobbying forts, ils sont en train d'essayer petit à petit d'influer, et donc on a exactement ça. Alors c'est plus à l'âge adulte que les choses se passent, mais je pense que toutes les maladies chroniques, et dans nos domaines pédiatriques, on ne guérit pas, on vit avec. Je pense que c'est une question d'actualité, quoi. Faire un prêt étudiant, acheter une maison, il faut assurer son prêt. Et du coup, dès qu'on a coché « as-tu déjà été opéré, as-tu déjà une chimio, as-tu un traitement actuel ?» c'est difficile de ne pas mettre un oui quelque part dans le questionnaire. Boum, on passe dans le... Je ne sais pas là... Il y a une convention qui existe, la convention AERAS. Il y a une convention qui a été mise au point par Bélanger, je crois, il y a un certain temps. Mais bon. On est obligé d'assurer la personne avec des surprimes exorbitantes, mais c'est vrai que pour le patient dont je parlais, ce qui est surprenant, c'est pour la prise en charge de ses soins. Donc là, je parle d'un point de vue mutuel, etc. Assistance sanitaire, si vous voulez. Là, il n'arrive pas à avoir de prise en charge. Alors qu'effectivement, il y a eu une sorte de jurisprudence qui soit passée. Et effectivement, vous pouvez être assuré normalement, même si vous avez eu des problèmes de santé, quels qu'ils soient. Alors par contre, avec des surprimes tout à fait prohibitives, ça c'est sûr. Est-ce que vous avez encore des... Alors d'ailleurs, on remarque, je ne sais pas pour les autres maladies, mais par exemple pour la pancréatite chronique génétique, ce n'est pas une prise en charge à 100%. C'est-à-dire que vous faites, ce qui est dingue, donc vous faites une demande au gré de la compliance du médecin conseil de la région, de la CPAM, ça va être plus ou moins pris. Mais j'ai eu des refus en disant que ça ne fait pas partie des ALD30. Alors, je leur écris, je leur dis pourquoi, la mutation, le ceci, le cela. Donc après, j'ai la possibilité d'avoir une prise en charge, mais j'ai eu des refus malgré des courriers que j'ai faits en fonction des caisses et des régions. Ce qui paraît hallucinant. Voilà. Donc après, quand il y a une histoire de diabète, les choses, par le biais du diabète, mais la pancréatite chronique avec crise répétée, hospitalisation, etc., ça peut ne pas être pris en charge à 100%. Moi, j'avais une question à Julie. En fait, je me demandais comment on organise sa vie de jeune femme, sachant que dans la famille, il y a plusieurs cas. Est-ce que c'est un sujet de conversation où on met la maladie au placard? Est-ce qu'on développe collectivement des stratégies ou on n'a vraiment pas envie d'en parler et on fait son chemin? Déjà dans la vie de famille on en parle souvent. Mes parents ils ont toujours été à me couver entre guillemets plus que les autres parce que moi j'ai eu la maladie qui s'est vraiment pour le coup déclenchée avec des crises vraiment récurrentes et c'était un stress en fait de tous les jours pour ma famille parce que quand on partait en voyage, je suis partie un mois dans 3 semaines en Croatie et j'ai été hospitalisée 1 semaine en Croatie. Je suis partie en mobilité 1 mois en Irlande pour le lycée. Je me suis fait hospitaliser 1 semaine en Irlande. En fait, c'est un stress de tous les jours. En fait, à chaque voyage, chaque événement, chaque chose, on se dit, je peux avoir une crise démocratique maintenant, en fait. Et donc, du coup, on en parle souvent et voilà, ça se fait comme ça. Mais du coup, vous avez continué à faire des projets. Visiblement, ça ne vous a pas freiné. Oui, du coup, j'ai continué à faire des projets puisque je suis bien obligée de toute façon. Mais on est toujours prévoyant. On pense toujours au pire, en fait. Voilà. Merci. Je conclurai en remerciant Nadine déjà pour le travail qu'elle fait au quotidien parce que je souligne quand même que les associations de patients souvent l'idée germe et puis souvent c'est une petite poignée seulement de combattants, de guerriers qui mènent de front tous ces combats. Donc j'en profite pour vraiment féliciter Nadine devant tout le monde. Je sais qu'elle est très timide, elle va rougir. Mais donc moi je trouve ça assez extraordinaire. Et puis je remercie aussi Julie parce que c'est pas toujours évident de venir parler de soi. Et donc merci beaucoup. Voilà, merci.
Eh bien, c'est super, il est temps de conclure la journée FIMATO. Cracmo enchaîne, hein, on a essayé d'optimiser.